Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. La première édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a lieu du 4 au 12 février prochain. L'initiative du ministère en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat sera couplée du projet de placement des jeunes de l'enseignement technique en milieu professionnel. Burkina Faso, près d'une semaine après le coup d'État militaire, la CEDEAO privilégie la voie du dialogue. Un nouveau sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale s'ouvre jeudi après celui d'hier. Ce samedi, des chefs d'État-major ouest-africains vont entamer le dialogue avec les nouvelles autorités de Ouagadougou. Ils sont aujourd'hui 260 millions d'enfants toujours privés d'éducation dans le monde. La journée internationale de l'éducation célébrée le 24 janvier dernier insiste sur le rôle primordial de l'éducation, un droit humain fondamental dans le développement durable et équitable de nos sociétés. Professeur Akakpo Noumado Sena Yao, directeur de l'Institut national des sciences de l'éducation à l'Université de Lomé, est notre invité dans ce journal. Et puis à suivre également les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Le président de la commission de l'UEMOA était hier chez le chef de l'État. M. Abdoulaye Diop a discuté avec Faure Sazomnanya Zingbe des conclusions des travaux de la 7e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires mis en œuvre dans les pays membres de l'organisation sous-régionale. Abdoulaye Diop au sortir de l'audience. Cette audience avait pour but d'échanger avec lui sur le fonctionnement de l'Union, lui rendre compte également de l'état d'avancement des chantiers sur lesquels nous sommes en train de travailler depuis notre arrivée au niveau de la commission de l'UEMOA. C'était également l'occasion de lui remettre à main propre ce que nous appelons le CAP 2025, qui est notre feuille de route au niveau de la commission de l'UEMOA, donc partager ce document important avec lui et ce qu'il a bien sûr apprécié particulièrement. On rappelle, le taux de la mise en œuvre des réformes communautaires passe ainsi de 64% en 2018 à 78%. À 78,2% en 2021, avec en toile de fond une progression moyenne annuelle de 7%. Deux meilleurs PME et 20 startups se partagent une enveloppe de 200 millions de francs CFA. 6 mois après son lancement, la facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation est à la phase concrète. Les jeunes entrepreneurs togolais ont reçu hier leur subvention. Cette initiative du bureau du PNUD au Togo, avec la collaboration du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAYEJ via le ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a déjà déboursé 200 millions de francs CFA en faveur des PME et start-up pour son premier essai. La subvention va leur permettre de consolider leurs projets et entreprises. Mon projet concerne la production d'huile de Nîmes, de savon et de pommade à base de Nîmes. C'est sur la transformation des graines de Nîmes en fertilisant qu'est les tourteaux de Nîmes. Le tourteau de Nîmes, c'est un grand engrais biologique que les agriculteurs ignorent. Donc, en produisant de l'huile, j'ai découvert que c'est un fertilisant, un engrais biologique et j'ai voulu porter l'innovation sur ça. Et c'est dans ce sens que j'ai été sélectionné. Nous proposons un projet de drone agricole de pulvérisation. Ce projet, avec la subvention que nous venons de recevoir, nous allons prototyper dans un premier temps de ce produit que nous allons utiliser au service des agriculteurs pour la pulvérisation des herbicides, des insecticides et consorts. Donc ça va permettre quand même d'éliminer la pénibilité que le cultivateur, le paysan a à pulvériser leur champ avec la main. La cérémonie a été présidée par Madame Myriam Dossou d'Almeida. Elle est ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Pour elle, ces projets innovants s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025.
Je suis convaincu de l'usage consciencieux et professionnel que vous ferez de cette enveloppe financière. Ayant fait le choix de l'entrepreneuriat, vous êtes engagés désormais à être des créateurs d'innovation, à créer de l'emploi et de la richesse, non seulement pour vous, mais aussi pour vos semblables. Vous imaginez donc à quel titre la réussite de vos projets est un impératif. Je vous convie donc à continuer à travailler avec courage, endurance et détermination, car c'est à la lumière du travail bien fait que brille le succès. La facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation veut offrir un accompagnement direct structuré des entreprises sur une période de 6 mois et un accès au financement afin d'aider les entreprises pilotées par des jeunes à améliorer leur accès au financement. C'est du 4 au 12 février prochain que la première édition de la semaine de l'enseignement technique se tient. Hier, le ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a organisé une conférence de presse et au cours de laquelle le programme des activités a été dévoilé. Colette Adjagnon, présidente du comité d'organisation. Vous savez, pour le placement des apprenants en stage, le ministère délégué chargé de l'enseignement technique et la formation professionnelle ne peut pas faire chemin seul. C'est avec les partenaires et ensemble que nous aurons les résultats en agissant en synergie. Donc, pour l'organisation de la semaine de l'enseignement technique et la formation professionnelle, les professionnels sont mobilisés pour venir dire au public ce qu'ils font. Quel est le point d'ancrage entre ce qu'ils font et ce que l'enseignement technique et la formation professionnelle délivre comme formation, de sorte à satisfaire le marché du travail et que l'enseignement technique joue véritablement le rôle de levier de développement économique dans notre pays. La conférence de presse a été précédée dans la matinée par un entretien entre le ministre Eke Oudin, chargé de l'enseignement technique, et les professionnels de l'enseignement technique. Ministre Eke Oudin. Pour les grandes lignes, il y aura des panels. On va présenter le ministère. Les partenaires viendront présenter également leur structure, leur entreprise, leur société, leurs besoins, leurs exigences. Donc, il y aura des communications. Il y aura également des émissions débat à la télévision. Il y aura des spots publicitaires. Il y aura des rencontres d'échange d'informations. Nous aurons une grande rencontre phare d'échange entre les acteurs et les partenaires de l'enseignement technique où les autorités seront invitées et il y aura beaucoup d'interventions. Nos partenaires techniques et financiers vont se prononcer, vont présenter leur structure. La semaine de l'enseignement technique sera couplée du projet de placement des jeunes de l'enseignement technique en milieu professionnel. Lancé en août dernier par le gouvernement, le programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né Wezu tient déjà ses promesses. Fin 2021, ce sont près de 110 000 femmes qui en ont bénéficié selon un rapport du ministère de la Santé. Ces femmes ont pu avoir accès à des prestations couvertes par le mécanisme via les paniers de soins, notamment consultation pré- et postnatale, actes d'accouchement et césarienne ou encore pharmacie. Récemment, la ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins a effectué une tournée dans plusieurs formations sanitaires pour échanger avec les équipes et les femmes prises en charge. Le programme Wezu, rappelons-le, a pour objectif de prendre en charge une partie des frais des soins de toute femme enceinte sans exception dans les centres de santé publics et accrédités. Ceci depuis la confirmation de la grossesse jusqu'au 42e jour après l'accouchement. L'ambition du gouvernement est de réduire drastiquement le taux de mortalité maternelle et néonatale conformément aux objectifs fixés dans la feuille de route 2025.
Le passage du Togo devant le Conseil des droits de l'homme dans le cadre de l'examen périodique universel s'est achevé hier à Genève en Suisse. Un total de 224 recommandations ont été formulées au Togo qui compte les examiner et fait parvenir sa proposition sur chacune d'elles au plus tard le 4 avril prochain. Le ministre Christian Trimois, en charge des droits de l'homme, chef de la délégation togolaise à cette session, a, au nom de la République togolaise, adressé ses sincères remerciements au président qui a dirigé les travaux à la Troïka pour le travail important. En rappel, le PU est un mécanisme unique qui permet d'examiner périodiquement la situation des droits de l'homme dans les 193 États membres des Nations Unies. L'exercice pratique consiste à avoir le rapport du gouvernement et celui des institutions qui sera également présenté au Conseil des droits de l'homme. Le Togo est à son 3e passage cette année après ceux de 2011 et 2016. Assemblée générale statutaire et élective hier de l'Association des femmes de l'Office togolais des recettes AFOTR. Après l'adoption des statuts de l'association et le règlement intérieur, un conseil d'administration et un bureau exécutif de l'AFOTR ont été mis sur pied pour un mandat de 2 ans renouvelable. Madame Siliadin Edo est la présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes de l'OTR. Dans nos actions phares, je voudrais mettre l'accent sur le renforcement de capacités des femmes, les aider à travers des coachings, des sensibilisations pour qu'elles puissent sortir de la timidité, dans la mesure où on a décelé en toutes ces femmes des qualités, des talents. On va les aider pour s'affirmer et contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de l'Office et à leur propre épanouissement. Nous avions en 2021 effectué la campagne foraine dénommée « Un enfant, une identité ». Nous allons poursuivre cette activité en allant maintenant dans les coins les plus reculés. L'une des principales missions de l'association de l'AFOTR est de faire la promotion de la gente féminine de l'Office au poste de responsabilité au sein de l'institution. Madame Gisèle Takassim Kikba, présidente de l'AFOTR. Nous avons vraiment de grandes ambitions, c'est de pouvoir amener toutes les femmes agents de l'OTR à conjuguer leurs efforts pour se mettre plus en valeur, à s'affirmer. Nous sommes dans le processus d'accompagner toutes les femmes de l'OTR pour un leadership féminin au sein de l'OTR. L'association n'est ouverte qu'aux agents féminins de l'OTR. De facto, il n'y a pas une adhésion, mais dès que vous êtes recruté au sein de l'OTR, vous devenez membre de l'association. L'association des femmes de l'OTR a vu le jour le 8 mars 2021 à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. La violence vue comme une impétuosité non contenue dirigée contre quelqu'un, contre une liberté fût-elle publique, collective ou individuelle, n'est admise dans aucune société. Et l'appliquer sur une femme revient à parler de la violence basée sur le genre. Quelle nuance entre violence basée sur le genre et harcèlement? Quels moyens pour contrer ce phénomène? Suivez ce magazine de Aimé Sougliman. En dépit des mouvements féministes depuis les années 1970 pour freiner la marginalisation de la gente féminine, les mots basés sur le genre continuent de faire parler d'eux. Parmi ces mots, la violence basée sur le genre. Alors que certains pensent que le fléau a une forte baisse, d'autres estiment en revanche qu'il ne fait qu'augmenter ces dernières années. Et par conséquent, qu'il faille y faire front. Oui, bien sûr, elle existe, ces violences-là. Et prenons par exemple dans une société où il y a un homme et une femme, les deux travaillent mais ne sont pas logés à la même enseigne. Et maintenant, dans nos moments actuels, on accorde plus de place à la femme qu'à l'homme. Vous allez voir sur certains avis, on dit les candidatures féminines sont vivement demandées. Donc vous allez voir un tout petit peu qu'il y a cette ségrégation-là qu'on est en train de mettre entre l'homme et la femme, valorisant l'un au détriment de l'autre. Sinon, ces violences existent toujours. Des fois, c'est passé sous silence. Des fois,
là, nous faisons comme si elle n'existe pas, mais elle existe. En cette étape, moi, je passe surtout sur les côtés de la plupart des hommes, ils ne respectent pas leurs femmes. C'est-à-dire, en copinage, une femme que tu as adorée, que tu lui as même supplié, qu'elle te donne ta main. Et maintenant, vous êtes ensemble, pas. À cause de certains disputes et autres, vous mettez déjà à battre votre femme, bah. Ça, c'est du violence. Il faut vraiment communiquer. Pour qu'un couple marche, moi, je crois qu'il faut vraiment la communication, la compréhension. Que ce soit dans la vie de couple, dans les services, dans les entreprises ou même dans la rue, la violence basée sur le genre est partout présente. Mais comment se manifeste-t-elle cette violence? L'activiste féministe, expert en genre, Doriane Akouete répond. Les violences basées sur le genre sont tous les actes de violence perpétrés contre une personne en raison de son genre ou de son identité de genre et encore du fait qu'elle accepte les définitions, les rôles normatifs des hommes et des femmes. Donc, brièvement, c'est les violences qu'on subit parce qu'on est né fille ou parce qu'on est né garçon. Pour donner un simple exemple, c'est que dans nos normes comportementales, on attend du garçon, par exemple, qu'il soit courageux, donc de ne pas pleurer, d'intérioriser ses sentiments. À la fille, par exemple, d'être souriante, d'être calme et tout ça. Violence, harcèlement basé sur le genre, les deux concepts vont le plus souvent de pair. Toutefois, avec une petite nuance. Ils peuvent être exercés sur le genre féminin et vice-versa. Doriane Akouete. D'une certaine manière, le harcèlement est lié aux violences basées sur le genre, mais je vais presque que c'est le harcèlement sexuel qui est rattaché aux violences basées sur le genre, parce qu'il peut exister d'autres de harcèlement, mais qui n'est pas orienté. Donc, le harcèlement sexuel, c'est ce type d'avance en fait sexuelle non désirée, ou toute demande de faveur sexuelle, ou tout autre comportement verbal ou physique. Et ça peut venir d'une femme vers un homme, ça peut venir d'un homme vers une femme, dans les deux sens ou dans les sens que nous voulons. Donc c'est le lien qu'il existe entre le harcèlement et les violences basées sur le genre. Face aux violences basées sur le genre et leur recrudescence, les actions doivent être menées à plusieurs niveaux. Il faudra cependant, en plus de l'approche répressive, procéder à une réorientation pragmatique, articulée autour de la prévention. On s'y attendait depuis le coup d'État qui a renversé le pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. La CEDEAO suspend le Burkina Faso de ses instances, service minimum dit-on, puisque l'organisation n'a pas annoncé de sanctions économiques ou ciblées pour l'instant. Les chefs d'État de la CEDEAO réunis hier en sommet extraordinaire veulent privilégier la voie du dialogue. Yao Kamake. Si le Burkina Faso a été à son tour suspendu, comme l'ont été le Mali et la Guinée de toutes les instances de la CEDEAO, aucune sanction économique ou ciblée n'a été prise contre Ouagadougou. Pour l'instant, l'organisation sous-régionale assure le service minimum. En attendant, la CEDEAO a choisi de privilégier le dialogue. Ce samedi, des chefs d'état-major sont attendus à Ouagadougou pour entamer le dialogue avec les nouvelles autorités du pays qui ont justifié leur action par le niveau d'insécurité sans cesse grandissant. Cette rencontre sera suivie lundi par l'arrivée d'une mission politique avec une délégation de ministres ouest-africains. Le résultat de ces deux déplacements de haut niveau sera étudié lors d'un nouveau sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu jeudi à Accra. En clair, l'organisation sous-régionale veut chercher à éclaircir des zones d'ombre avant de durcir, si possible, les sanctions. La CEDEAO, qui est en perte de vitesse depuis les événements du Mali et en Guinée, ne veut plus oser un saut dans le vide. Toutefois, certains pays souhaitent en effet que le principe de sanctions plus fermes soit inscrit noir sur blanc dans la charte de la CEDEAO en cas de renversement des institutions par la force, une sorte de passage obligé de l'organisation sous-régionale après tout coup d'État qui veut rester très prudente et éviter de se précipiter. Yao Kamake, au lendemain de l'allocution du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui promet notamment de consulter les forces vives de la nation pour établir une feuille de route, les partis politiques se disent disponibles.
Au Mali, une réunion des ministres de la Défense et des armées des pays contributeurs à la force antiterroriste Takuba a eu lieu hier au lendemain de la demande avec insistance de Bamako invitant le contingent danois à quitter le pays. L'annonce des autorités maliennes de transition intervient après l'escalade verbale de ces derniers jours entre les dirigeants maliens, français et européens. Ces derniers jours, un niveau de tension jamais égalé a été atteint entre Bamako et Paris. Le Mali veut revoir ses accords de coopération militaire avec la France. Des propositions d'amendement ont été soumises au Quai d'Orsay. Désormais, c'est avec l'ensemble des pays impliqués dans Takuba que le Mali veut passer de nouveaux accords bilatéraux. Les ambassades occidentales au Kenya sur le qui-vive un risque d'attaque terroriste. Plusieurs d'entre elles ont en effet émis des alertes sur une possible attaque terroriste et invité leurs ressortissants à éviter les lieux fréquentés par les Occidentaux. Le Kenya a annoncé hier avoir renforcé son dispositif de sécurité à Nairobi et dans d'autres villes du pays. Depuis que le Kenya est engagé militairement en Somalie dans la lutte contre les islamistes Shebab, il a été la cible de plusieurs attentats meurtriers. Et nous abordons ainsi la deuxième partie de ce journal magazine. La communauté internationale a célébré le 24 janvier dernier la journée internationale de l'éducation sous le thème « Changer de cap, transformer l'éducation ». Mais triste réalité pour le monde éducatif, 260 millions d'enfants et de jeunes ne vont toujours pas à l'école. 617 millions d'enfants et d'adolescents ne savent ni lire, ni écrire et moins encore effectuer des calculs simples. Moins de 40% de filles en Afrique subsaharienne achèvent leur scolarité secondaire et près de 4 millions d'enfants et de jeunes réfugiés ne sont pas scolarisés. Ceci constitue une atteinte à leur droit à l'éducation. Pour mieux cerner le thème de cette 4e édition, nous recevons ce samedi professeur Akakpo Numado Sena Yao, directeur de l'Institut national des sciences de l'éducation INSEE à l'Université de Lomé. Monsieur Akakpo Numado est aussi secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation. Il répond aux questions de Théophile Dandakou. Professeur Akakpo Numado Sena Yao, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut national des sciences de l'éducation à l'INSEE de l'Université de Lomé, secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation. Radio Lomé voudrait d'abord savoir ce qui justifie le thème retenu pour l'édition 2022 de la Journée internationale de l'éducation. Le thème était « Changer le cap, transformer l'éducation ». Merci à Radio Lomé pour cette opportunité. Ce thème est retenu à la suite du dernier rapport mondial sur l'éducation publié par l'UNESCO en novembre 2021. Ce rapport a fait des constats selon lesquels la pandémie à coronavirus a sérieusement impacté les systèmes éducatifs, a sérieusement mis à rude épreuve les efforts que les pays en développement font pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030 et de l'ODD 4, objectif de développement durable numéro 4, consacré à l'éducation. Ce rapport a permis également de faire une rétrospective sur tous les engagements qui ont été pris depuis 1990, où la communauté internationale a proclamé l'éducation pour tous, a proclamé et a consacré le droit à l'éducation. Depuis 1990, on s'est engagé à offrir l'éducation pour tous les enfants, tous les jeunes. En 2000, la communauté internationale s'est réunie à Dakar pour relancer les engagements en faveur du droit à l'éducation pour tous. En 2015, la communauté internationale s'est réunie en Corée du Sud pour faire le bilan des 25 ans de parcours et a lancé l'agenda 2030. En 2020, le monde entier est confronté à la pandémie qui met vraiment en difficulté tous les efforts pour garantir le droit à l'éducation à tous. Alors, on se dit, depuis 30 ans,
qu'on travaille sur le droit à l'éducation. C'est vrai, on fait des avancées, mais on n'atteint jamais l'objectif. En 90, on s'est donné 10 ans pour atteindre l'objectif. En 2000, on s'est donné 15 ans pour atteindre l'objectif. En 2015, on s'est donné encore 15 ans. On s'est dit en 2030, on va atteindre l'objectif. Tous les enfants seront à l'école. Les adultes, les jeunes, analphabètes, seront alphabétisés au moins à plus de la moitié. Les jeunes auront des formations professionnalisantes leur permettant d'avoir des emplois décents. Les enfants handicapés hors école, pour quelque raison que ce soit, auront aussi la chance d'avoir accès à l'éducation. La recherche sera renforcée. L'enseignement supérieur sera renforcé et orienté vers les besoins des économies des pays en développement. La communauté internationale, les pays développés se sont engagés à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour supporter les efforts des pays en développement en vue d'atteindre tous ces objectifs. Mais on se rend compte qu'on n'avance pas, qu'en 2030, on ne va pas atteindre l'objectif. Alors on se dit, est-ce qu'il faut continuer avec les mêmes stratégies éducatives développées depuis 25 ans? Est-ce qu'il faut continuer avec les mêmes manières de faire la gouvernance de l'éducation, le pilotage de l'éducation? Que devons-nous abandonner? Qu'est-ce qui doit être réinventé avec créativité? Voilà l'esprit de cette thématique. Monsieur le secrétaire général, au Togo, qu'est-ce qui a été fait en lien avec ce thème? Le Togo s'est engagé depuis 2020, bien avant la pandémie, avec la feuille de route du gouvernement 2020-2025, à opérer une rupture dans la gouvernance de l'éducation nationale. Cette rupture se constate par beaucoup de réformes. Je peux donner des exemples. La réforme de la formation des enseignants de tous les niveaux qui est lancée. Les réformes des programmes d'enseignement. Donc pour le primaire, ça avait démarré, mais ça doit se poursuivre. Les réformes des programmes d'enseignement au secondaire premier cycle. Le démarrage de la formation du corps d'encadrement. Je veux citer les conseillers pédagogiques. Donc nous avons 135 élèves conseillers pédagogiques en formation, 210 élèves inspecteurs en formation et beaucoup d'autres innovations qui sont en cours dans tout le secteur de l'éducation. Plus l'engagement de l'État à construire et à équiper 30 000 salles de classe d'ici à 2025. Avec ces exemples cités, nous avons tendance à vous demander alors quel est l'état des lieux de l'éducation au Togo. Effectivement, pour changer de cap, il faut faire l'état des lieux. L'UNESCO a fait l'état des lieux des 25 ans de politique éducative, de financement de l'éducation, etc. Le Togo également a procédé à un état des lieux de l'éducation en 2019. Et cet état des lieux a ressorti plusieurs constats. Il y a des constats positifs portant sur les efforts qui ont été faits, les résultats de ces efforts. Par exemple, en matière d'accès à l'école primaire, on a vu que le taux d'accès a sérieusement augmenté. On est allé, en ce qui concerne le taux brut, près de 104% de taux brut d'accès. Il y a des indicateurs qui évoluent très bien, mais de l'autre côté, il y a également des éléments qui posent problème, qui sont les gros défis que nous devons relever et qui nous invitent à vraiment changer de cap. La question donc de l'encadrement, de la formation des enseignants, la disponibilité des manuels pour tous les niveaux d'enseignement qui posent problème. Il y a la question de l'encadrement des enseignants, donc formation continue. Il y a la question également de l'insuffisance des financements alloués à l'éducation. Malgré le contexte favorable, le Togo a un contexte favorable qui a été relevé par l'analyse diagnostique, c'est-à-dire que la croissance économique se portait assez bien, permettant à l'État d'allouer jusqu'à 25% des dépenses publiques au secteur de l'éducation, ce qui est très 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 important. Il y a d'autres défis relevés par ce diagnostic, c'est la question donc de la présence de nombreux enseignants volontaires dans le système. Ils étaient donc autour de 15 000 en 2019 lorsqu'on a fait le diagnostic. Dans l'enseignement secondaire, il se posait la question donc de l'efficacité des formations et de leur lien avec l'environnement social et économique. Le même constat a été fait pour les universités, où les étudiants sont plus nombreux dans les filières des lettres, sciences humaines, sciences économiques, et très peu nombreux dans les filières qui sont orientées vers les emplois, notamment les filières technologiques, etc. Au niveau de l'alphabétisation également, les indicateurs ont augmenté, mais n'atteignent pas les attentes. Donc voilà un peu très rapidement brossé la situation qui a été diagnostiquée en 2019 pour le système éducatif togolais et qui a donné l'occasion à la révision du plan sectoriel de l'éducation pour la période 2020-2030.
un plan sectoriel très ambitieux que j'invite tous les auditrices et auditeurs à découvrir. C'est en ligne, il suffit de taper PSE Togo 2020-2030. On peut télécharger le document qui présente sur les premières pages une synthèse du diagnostic. Le diagnostic également est disponible, intitulé Rapport d'État sur le système éducatif togolais 2019. Le marché de l'emploi recommande l'adaptation de l'éducation ou formation aux besoins des entreprises. Y a-t-il des efforts faits pour cela au Togo? Une enquête de suivi des diplômés de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique et professionnel au Togo a été conduite par le secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation en 2019. Ce rapport a révélé donc les difficultés d'insertion professionnelle, d'employabilité, c'est-à-dire que les compétences développées dans plusieurs filières de formation ne permettent pas l'employabilité des jeunes. À la suite du rapport de cette enquête, effectivement, les recommandations vont dans le sens où il faut plus collaborer avec les entreprises afin d'aligner les parcours de formation sur les besoins des entreprises. L'année dernière, 2021, l'enseignement supérieur s'est engagé dans un processus d'harmonisation des curricula de formation dans le supérieur. Et dans ce processus, les entreprises ont été fortement impliquées pour faire en sorte que les nouvelles curricula qui vont être mises en œuvre dans tous ces établissements soient vraiment en lien avec les besoins réels de nos entreprises au Togo, les besoins de l'économie de notre pays, les besoins de ressources humaines pour le développement du pays. Professeur Akakpo Noumado Senayao, vous êtes secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation. Y a-t-il des défis à relever en ce qui concerne l'éducation au Togo? Nous avons de gros défis. C'est vrai, il y a beaucoup de réformes en cours et ces réformes visent à relever les grands défis. Le grand défi commence par la question des 4,5% d'enfants en âge scolarisable qui ne vont pas toujours à l'école. Nous avons dans notre pays 4,5% des enfants qui ont entre 6 ans et 10 ans qui ne vont pas à l'école. Le deuxième grand défi, c'est la question de la qualité de notre enseignement. Un rapport sous-régional, le rapport publié par la Confémen, entendez Conférence des ministres de l'éducation des pays francophones, montre que nos élèves qui finissent l'enseignement primaire n'ont pas de façon durable les compétences requises en lecture et en calcul. Nous sommes en deçà de la moyenne régionale. Un enfant qui va à l'école et qui ne se contente que des résumés recopiés ne peut pas avoir les mêmes compétences que l'enfant qui travaille à la maison avec le manuel, qui peut lire à la maison, qui peut faire des exercices de calcul à la maison. Un autre défi, c'est au niveau de l'enseignement secondaire, c'est le taux très élevé des redoublements. Nous avons encore plus de 20% de redoublements dans l'enseignement secondaire. Il y a la question de l'adéquation des offres de formation avec les besoins des apprenants, les besoins du développement social et économique, les besoins des entreprises. Si nous gardons toujours les anciennes séries d'enseignement technique classiques que nous avons traînées depuis l'après-indépendance jusqu'à aujourd'hui, si nous gardons les mêmes formats de formation professionnelle, je ne crois pas que nous pourrons répondre vraiment au rendez-vous actuel de développement de capital humain pour l'économie de notre pays. L'autre défi, c'est le défi de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. La pandémie nous a montré clairement que nous ne pouvons pas aujourd'hui nous passer de ces technologies dans le secteur de l'éducation. Et d'ailleurs, il faut dire que ce sont ces technologies qui nous ont permis de sauver la situation en 2020 lorsqu'on a réouvert les écoles et les universités. Donc nous devons faire en sorte que ces technologies prennent sérieusement de la place et servent dans nos écoles comme des outils d'enseignement et d'apprentissage. Cela nous invite donc à les mettre d'abord à la disposition des écoles, que les écoles aient l'accès à l'électricité qui est d'abord la base, il faut de l'énergie. Ensuite, que nos écoles aient accès à du matériel informatique, et que nos enseignants soient formés à l'utilisation de ces équipements pour l'enseignement, que nos élèves aient un accès facile également aux terminaux informatiques pour pouvoir apprendre avec ces terminaux-là, et surtout dans les universités, développer les efforts qui se font en matière de dématérialisation des enseignements. L'université de Lomé, par exemple, est passée en mode hybride d'enseignement, c'est une très bonne chose, mais il faut renforcer les capacités de cette université à développer ces outils pour l'enseignement, pour la recherche et pour l'apprentissage. L'autre défi, c'est la question de la professionnalisation de l'enseignement. C'est-à-dire que ceux qui enseignent doivent être des professionnels de l'enseignement. Donc, on doit faire l'effort en sorte que les nombreux enseignants volontaires que nous avons dans nos établissements secondaires, primaires, etc., qu'on puisse vraiment réduire l'effectif,
soit les former pour leur donner les capacités qu'il faut, soit recruter suffisamment d'enseignants pour qu'on n'ait plus dans nos établissements 10 000, 12 000 enseignants volontaires. Je vais terminer par la question du financement. Lorsque nous comparons le Togo avec les 17 pays de la sous-région, le Togo est l'un des pays qui dépense beaucoup pour l'éducation, mais le Togo a une population très jeune. Nous avons un taux de croissance démographique de 2,5% annuel, ce qui fait que les besoins en éducation sont énormes. Il faut donc que le Togo mobilise plus de ressources et diversifie aussi les sources de financement de l'éducation. Nous avons des partenaires techniques et financiers qui sont là également, que je remercie. UNICEF, la Banque mondiale, le Partenariat mondial pour l'éducation, Plan international, Handicap international, GIZ, PNUD, etc. Dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation, 4e édition, avez-vous un message pour les Togolais, ceci pour une meilleure éducation scolaire et familiale? Mon message pour tous les Togolais, c'est d'abord de s'inscrire dans cette dynamique de changement de mentalité, de changement de cap, et de soutenir cette dynamique de transformation du système éducatif, partant déjà de la gouvernance vers tous les autres sous-secteurs et tous les autres types d'activités au sein du système éducatif. Les parents sont invités à soutenir les efforts du gouvernement et des partenaires techniques et financiers et à jouer leur rôle. Merci, monsieur le secrétaire technique et permanent du plan sectoriel de l'éducation. Merci à Radio Lomé, merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Nous sommes à présent dans les couloirs du palais de la justice où le nommé Ehike est accusé de trafic international de drogue à haut risque. Il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Comment se sont passés les faits? Hélène Assabi. Le nommé Ehike demeurant et domicilié au Nigeria est un commerçant de friperies. Il achète les friperies au Togo et les revend au Nigeria. Au courant mois de novembre 2012, il s'est rendu à Afla au Ghana où il acheta 12 pains de cannabis d'un poids total de 12 kg qu'il dissimula dans une valise et embarqua à bord d'une voiture de transport en commun en direction du Nigeria. Au cours d'un contrôle de routine à la frontière de Sambikonji, la valise et son contenu illicite furent découverts, puis Ehike fut interpellé. En enquête préliminaire comme à l'information, l'inculpé a reconnu les faits de trafic international de drogue à haut risque qui lui sont reprochés. Mais les renseignements recueillis à son sujet sont favorables. Selon le témoignage du sieur Sylvestre, un oncle de l'inculpé, ce dernier est décrit comme un homme sérieux et de très bonne moralité. Le rapport d'expertise mentale en date du 21 juillet 2013 révèle aussi un sujet qui ne présente aucune anomalie mentale ou psychique constituée. Même si les renseignements recueillis à son sujet lui sont favorables, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Lomé à l'audience du 9 mars 2016. On se retrouve samedi prochain. Sport football, le CAN Cameroun 2021 début des quarts de finale ce samedi avec 4 pays pour une place en demi-finale face à face, Tunisie, Burkina Faso et Gambie, Cameroun. Kilim Poyode. Ce samedi, ce sera le premier match officiel entre le Cameroun et la Gambie. Et c'est l'antre du stade de Japoma qui abritera cette rencontre des Scorpions pour leur première participation à la phase finale de la compétition phare du continent africain. Ce sera la deuxième fois dans le même tournoi que le Cameroun affronte une nation qui participe pour la première fois depuis la CAN 1972. La Gambie pourra, en cas de victoire, imiter l'Afrique du Sud et atteindre les demi-finales. L'Afrique du Sud avait fait tout le trajet et avait remporté son trophée chez elle en 1996. 2 fois sur les 3 dernières occasions, le Cameroun a remporté son match de quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. En 2017, la rencontre contre le Sénégal est allée à l'épreuve des tirs au but, 5 tirs contre 4 lors de la campagne victorieuse des Lions indomptables. Vincent Aboubakar pourrait ainsi devenir le premier joueur à marquer lors des 5 premiers matchs d'une équipe lors de la même édition
édition de la CAN. Gambie-Cameroun, un match couperé qui pourrait être une rencontre pour l'histoire. Dans l'autre rencontre, le Burkina Faso fera face à la Tunisie. Malmené par le Covid-19 au premier tour de la CAN 2022, le Burkina Faso a su faire face et se retrouve parmi les 8 meilleures équipes du continent. La Tunisie, elle, a beaucoup souffert au premier tour avant de s'offrir l'ogre nigérian en 8e de finale. Mais ces deux sélections forgées dans l'adversité, seule une verra le dernier carré. Les étalons et les aigles de Carthage n'ont plus croisé le fer depuis 5 ans. C'était lors de la CAN 2017 où le Burkina l'avait remporté 2-0 en marquant dans les 10 dernières minutes. À l'heure des retrouvailles, difficile de dégager un favori. Ces deux équipes ont pour point commun d'avoir vécu les passages compliqués depuis le début de la compétition au Cameroun et d'avoir réussi également à se hisser jusqu'au quart de finale malgré tout. Les étalons du Burkina sont avertis car les aigles du Carthage de la Tunisie sont une équipe bien soudée et qui surprennent à tout moment. Et nous refermons ce journal avec la revue de presse. Le coup d'état militaire au Burkina Faso et le Togo devant le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme pour l'examen périodique universel. Voilà les deux sujets qui ont fait la une des parutions cette semaine. Revue de presse, Léontine Atogima. Le Togo devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, des avancées sur la situation des droits de l'homme saluées, note le Messager, qui poursuit en indiquant que tous les points développés par la délégation togolaise ont tous trouvé satisfaction. Il s'agit notamment des points sur l'autonomisation et droits des femmes, la participation à la vie politique, l'amélioration des conditions dans le secteur éducatif, la lutte contre la traite des enfants et les efforts engagés pour la réduction de la pauvreté et l'impact du Covid-19. Le Togo s'en sort donc avec des ovations, des encouragements et des recommandations, conclut Chronique de la semaine. Le gouvernement œuvre également pour la transparence dans la gestion des biens publics. C'est ainsi qu'il est demandé aux responsables au sommet de l'État de déclarer leurs biens. Le médiateur de la République, Madame Awanana, en a donné le ton lundi, annonce à Topani, qui ajoute que cet exercice la rend ainsi prête pour recevoir la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, aux fonctionnaires et autres agents de l'État. Ce sera une première au Togo lorsque ces personnes obligées s'y plieront, renchérit l'Union pour la patrie, avant de rappeler qu'il faille bien maîtriser le processus et surtout ce qui est légalement prévu pour ne pas se tromper dans les commentaires à venir, vu l'enthousiasme que soulève cette décision. Le billet hebdomadaire va plus loin et relève un point passé inaperçu. Le décret présidentiel du 25 août 2021 qui précise et complète les modalités d'organisation, de protection, de conservation et de sécurisation des biens et avoirs. Il est également à noter qu'il ne s'agira pas de tout déclarer, mais les biens immeubles d'une valeur supérieure à 50 millions de francs CFA, les objets d'art, les biens mobiliers divers, les bijoux et les espèces d'une valeur supérieure à 20 millions de francs CFA sont obligatoirement déclarés. Il faut retenir aussi que les déclarations de biens se feront sous pli fermé et strictement tenues au secret professionnel. Il est interdit de les divulguer, de les utiliser ou de les exploiter pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de procédure judiciaire, précise le journal L'Union pour la patrie. L'Afrique et les coups d'État, à qui la faute, s'interroge Ouattara les vainqueurs. Le coup d'État dernier en date au Burkina Faso interpelle l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, sur son rôle de commissaire. Des jours sombres pour la démocratie en Afrique de l'Ouest, regrette Focus Info. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine Pluriel. Merci de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles.